Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Puisqu'il est 19 heures, je vous propose de débuter cette séance du Conseil municipal d'Amnéville du mercredi 13 mars 2024. Monsieur le Premier adjoint, si vous voulez bien procéder à l'appel nominal des conseillers présents. Éric Munier, André Dalla présent, Daniel Calcarijan, Armindo Dos Santos, Noémie Zinc, Arnaud Zimanski, Catherine Hirsch, Cédric Léonard, Sylvia Roux, Emmanuel Holtz, Raymond Répert, Rose Derrien, Gérard Tisserand, absent excusé, procuration à Madame Rose Derrien, Mathilde Kurtz, Maude Bordeluzzi-Thirier, Patrick Hélard, absent excusé, procuration à Madame Mathilde Kurtz, Grazia De Léo, Francis Etel, Gabriel Adam, José González, Géraldine Leonardo, absente excusée, Jean-Pierre Ouin, Juliette Haas, Kamel Torki, Pierre Tritz, Xavier Dieudonné, Daniel Schulz, Elisabeth Burgard, absente excusée, procuration à Monsieur Dieudonné, Régis Walter, Delphine Muller, Salvatore Parello, pas de procuration, pas d'excuse. Fatima Medaï et Virginie Couliandrou-Fracaro. Merci. Le quorum étant atteint, je déclare la séance ouverte. Le premier point, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance de ce conseil municipal du 14 décembre 2023. Avez-vous des objections, des interventions, des modifications, des corrections à y apporter? Bien, s'il n'y a pas d'intervention, je vous propose de mettre aux voix. Qui vote contre l'adoption? Qui s'abstient? Ce procès-verbal est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Je vous propose comme secrétaire de séance mademoiselle Juliette Haas, en qualité de benjamine de l'Assemblée par application de l'article L 2541-6 du CGCT. Quelqu'un s'y oppose? Non, merci. Nous pouvons passer dès lors aux affaires qui vont nous occuper ce soir, et notamment au chapitre 2, les affaires générales, avec le point 2.1, qui concerne le périmètre de la forêt communale relevant du régime forestier. Pour rendre une gestion forestière plus cohérente, tout en préservant le développement de la cité des loisirs, il est proposé à ce conseil municipal de modifier le périmètre de la forêt communale relevant du régime forestier comme suit. Donc, on vous propose de distraire du régime forestier sur 15 hectares, 97 arts, 96 centillards, et d'appliquer ce même régime forestier sur 31 autres hectares, 75 arts, 28 centillards. Cette nouvelle répartition cadastrale ayant pour but de permettre une gestion forestière cohérente tout en permettant les futurs projets de développement de la cité des loisirs. Ces espaces sont susceptibles de production forestière régulière, de qualité, et contribuent à la préservation des espèces et des espaces naturels et de la biodiversité. La surface de terrain relevant déjà du régime forestier sur le bois de Coulanges est de 181 hectares, 76 arts, 21 centillards. Après ces modifications, elle sera de 213 hectares, 51 arts, 49 centillards. Étant précisé que vous avez dans le rapport la liste de ces parcelles, que ces éléments ont été travaillés avec l'ONF, bien entendu, pendant de très longs mois pour que nous ayons une convention de gestion de ces forêts qui soit la mieux adaptée possible, puisqu'il vous a été précisé qu'effectivement, on veut préserver les possibilités de développement de la cité des loisirs, mais qu'il faut également une gestion cohérente de ces forêts, et nul n'est mieux à même d'opérer cette gestion que l'Office national des forêts. Voilà, quelqu'un souhaite-t-il s'exprimer sur ce point? Non, on peut passer au vote. Il vous est demandé d'approuver la modification du périmètre de la forêt communale, d'approuver l'application du régime forestier aux parcelles qui ont été décrites dans le rapport, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l'application du régime forestier. Qui vote contre?
Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au point 2.2. La signature du contrat pour l'accueil en qualité de étape de la 5e étape du Tour de France Femmes avec Zwift, édition 2024. Dans le cadre de cette édition 2024 du Tour de France Femmes avec Zwift 2024, la commune d'Amnéville a été choisie pour être ville arrivée le jeudi 15 août 2024. Cette réussite est le fruit d'un travail conjoint entre la commune et le département de la Moselle. L'événement sera à la hauteur de l'engagement de la ville envers le sport et particulièrement le sport féminin. Cette étape du Tour de France féminin sera l'occasion de mettre en lumière le talent et la détermination des femmes dans le monde du cyclisme, tout en renforçant les liens entre la communauté locale et l'ensemble des passionnés de ce sport. Amnéville pourra bénéficier d'une reconnaissance internationale car l'arrivée d'une étape du Tour de France Femmes avec Zwift représente les opportunités suivantes. Premièrement, promouvoir l'égalité des genres et l'importance de la représentation féminine dans le domaine sportif, encourageant les jeunes filles à poursuivre leurs rêves et à se dépasser. Deuxièmement, accroître la visibilité de notre région sur la scène nationale et internationale, attirant de nouveaux visiteurs et renforçant notre activité touristique. Et troisièmement, créer des opportunités économiques en stimulant le commerce local, l'hôtellerie et la restauration pendant l'événement, tout en développant des partenariats durables avec celle-ci. C'est une occasion unique de célébrer le dynamisme, la diversité et l'esprit de notre communauté en mettant en lumière les valeurs de solidarité, d'effort et de dépassement de soi. Au-delà de l'arrivée de cette 5e étape Bastogne-Amnéville, la ville sera partenaire sur un ensemble d'événements. Ainsi, le vendredi 22 mars 2024 se déroulera la dictée du Tour, le samedi 4 mai 2024 à 100 jours du Tour de France Femmes avec Zwift, le samedi 25 ou le dimanche 26 mai 2024 la fête du Tour et bien évidemment le jeudi 15 août l'arrivée de cette 5e étape du Tour de France féminin sur la Cité des Loisirs. Pour finaliser cette candidature, une convention entre la société Amaury Sport Organisation, organisateur de l'événement sportif, le département de la Moselle et Amnéville doit être conclue. Cette convention définit les modalités dans lesquelles Amnéville accueillera le Tour de France féminin avec Zwift, ainsi que les droits, les obligations et les engagements des parties et leurs rôles et responsabilités respectifs pour cette manifestation. La répartition financière de cette opération est envisagée de la façon suivante, à savoir pour Amnéville 32 500 € hors taxe et pour le département 32 500 € hors taxe. Pour finaliser l'engagement de la ville dans cet événement sportif, il est demandé à l'Assemblée délibérante d'autoriser le maire à signer le contrat dont le projet avait été joint au rapport. Quelqu'un souhaite-t-il s'exprimer sur cet événement? Vous avez la parole. C'est une bonne nouvelle que le 15 août, Amnéville accueille le Tour de France féminin. Par contre, on a eu quelques demandes, notamment de quelques commerçants sur le site, qui se posent la question combien de jours avant le 15 août le site sera fermé, puisque beaucoup se posent la question par rapport à la sécurité, par rapport à la programmation d'un tel événement. Combien de jours après le site sera fermé et il se pose beaucoup de questions quant à la sécurité de cet événement. Donc, deux questions. La première, donc quelle sécurité allez-vous mettre à disposition pour la protection des sportifs et du public? Et la deuxième question, combien de temps le site sera, on va dire, presque interdit au public, puisque je pense que il va y avoir beaucoup de monde, et pour se garer, tout ça, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Donc, qu'est-ce que vous avez fait pour prévoir tout ça? Et en tout cas, voilà, encore bravo pour ce bel événement. Bien, vous vous doutez, et on l'a déjà exposé aux acteurs du site, que cette manifestation ne se déroule pas uniquement avec les effectifs de la commune d'Amnéville, parce qu'on ne serait pas assez nombreux, ni en nombre, ni en moyens pour faire face à un tel événement, de sorte que l'arrivée du Tour de France féminin, comme l'arrivée du Tour de France masculin, demande
la coalition de toutes les forces vives et notamment des services de la préfecture. Et nous avons déjà eu diverses réunions avec la préfecture, avec l'organisateur, avec les maires des villes concernées par l'arrivée du Tour, puisqu'il va notamment passer par différentes communes avant d'arriver chez nous. Et bien évidemment, c'est en coordination avec la préfecture et donc les services de la police nationale que notre police municipale et bien évidemment tous les services de la commune, que ce soit la circulation et les autres, vont être mobilisés pour sécuriser ce parcours et éviter le moindre incident. Il est hors de question que l'on ait quelques difficultés que ce soit. C'est une grande fête. Il est bien évidemment dans l'esprit de tout le monde qu'il ne peut pas y avoir la moindre problématique, tant sur le parcours que sur l'arrivée de ce Tour de France, parce que la fête doit rester la fête et ne peut pas être entachée de la moindre difficulté. Ceci étant, bien évidemment, ça emportera des contraintes. On n'accueille pas le Tour de France avec la caravane du Tour, avec l'ensemble des équipes, des personnes qui les accompagnent, sans devoir bloquer la circulation sur la RD 47 notamment, et sur le site où va se dérouler l'arrivée. Mais soyez rassurés, le Tour n'est là qu'une journée, le temps d'arriver. Ensuite, il repart pour continuer sa pérégrination et cette course. Et donc, ce n'est que le jour dit, le jeudi 15 août, que l'accès au site sera restreint. Et cela juste avant l'arrivée des coureurs et juste après l'arrivée des coureuses, pardon. Mais le reste du temps, le parcours sera sécurisé un peu en amont, quelques heures en amont, et dès que le tour sera passé et la dernière coureuse arrivée, eh bien, les lieux seront libérés et rendus à la circulation. Donc il va y avoir des contraintes, bien évidemment, c'est toujours lié à un tel événement, mais elles sont maîtrisées et elles ne vont pas s'étaler sur plus que la journée du 15 août. D'autres questions? Bien évidemment, je souligne que, quelles que soient les contraintes que cela va imposer à la commune et la mobilisation des efforts de tout un chacun, et au premier lieu de notre police municipale et de tous les employés de la commune, c'est quand même un événement majeur qui mérite bien évidemment qu'on lui réserve le meilleur accueil, et on va tout faire à cet effet. Voilà, je vous propose de passer au vote. Il vous est demandé d'approuver l'accueil du Tour de France Femmes avec Zwift le jeudi 15 août 2024 et le statut de ville-étape qui en résulte, d'approuver les termes du contrat avec Amaury Sport Organisation et le département de la Moselle dans le cadre de l'arrivée de la 5e étape du Tour de France Femmes avec Zwift 2024 à Amnéville, d'autoriser le maire ou son représentant à signer le contrat avec ASO et le département de la Moselle dans le cadre de l'arrivée de la 5e étape du Tour de France Femmes avec Zwift 2024 à Amnéville, ainsi que ses éventuels avenants, et à prendre toutes les décisions relatives à la mise en œuvre de cette organisation, et enfin de dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l'exercice en cours. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous pouvons passer au chapitre 3, qui est le point le plus important de ce Conseil, à savoir le point 3.1, la présentation du rapport d'orientation budgétaire 2024. Je rappelle que préalablement au vote du budget primitif, le rapport d'orientation budgétaire présente une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités et doit permettre d'informer les élus sur la situation économique et financière et de discuter des orientations budgétaires de la collectivité afin d'éclairer leur choix lors du vote du budget primitif. Le ROB est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire de l'ensemble des collectivités territoriales, réglementée par la loi NOTRe, qui accentue l'information des assemblées délibérantes pour les collectivités de plus de 10 000 habitants, car il comporte une présentation de la collectivité et de l'évolution des dépenses et des effectifs, et précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel.
Le ROB doit obligatoirement être organisé en s'appuyant sur un rapport élaboré par le maire, prenant en compte les engagements pluriannuels envisagés, l'évolution des taux de fiscalité locale, ainsi que la structure et la gestion de la dette. Le ROB est présenté et transmis au préfet et fait l'objet d'une publication. Il est à noter que, comme d'accoutumé, le débat est consigné dans une délibération spécifique. Le document complet, à savoir ce rapport d'orientation budgétaire, vous a été fourni en annexe au rapport. Monsieur l'adjoint aux finances, si vous voulez bien procéder à la présentation de ce rapport d'orientation budgétaire. Bonsoir à tous. Donc, comme l'évoquait le maire, chacun a reçu un exemplaire de ce ROB. Je vous propose d'en faire une lecture un peu plus rapide et conviviale ce soir. J'indiquerai chaque fois la page à laquelle se rapporte le sujet évoqué. Donc, la première moitié de ce mandat s'est déroulée dans un contexte inédit et particulièrement complexe, ayant commencé sous la crise sanitaire et s'étant poursuivi par la crise énergétique liée au conflit russo-ukrainien. Malgré tous ces sujets, la commune a su faire preuve de résilience. À la page 23, la CAF brute s'élève à 2 514 905 €. Elle est inférieure à 2022, car les dépenses ont augmenté de manière plus importante que les recettes. Elle nous permet toujours de couvrir le remboursement du capital de la dette, ce qui est indispensable. La CAF nette, quant à elle, mesure la capacité d'autofinancement de la collectivité après remboursement de la dette. Elle est de 1 019 560 €. Page 26. Les dépenses rigides, voire incompressibles, ont représenté 51,37% des produits de fonctionnement réels. Plus ce ratio est élevé, plus les marges de manœuvre de la collectivité sont faibles. Le seuil critique est atteint lorsque ce ratio dépasse les 80%. Page 27. La situation de trésorerie au 31/12/2023 est au plus haut depuis 2018. Elle fait l'objet d'une vigilance constante et parfaitement maîtrisée. La commune pourrait assurer ses dépenses courantes pendant 78 jours sans recettes nouvelles. Page 28. Les dépenses réelles de fonctionnement en 2023 s'élèvent à 21 048 199 €. Elles étaient de 20 361 750 en 2022, soit une augmentation de 686 450 €. Les charges de personnel représentent 54% de ces dépenses et les charges à caractère général 29%. Ces deux postes sont particulièrement sensibles au contexte inflationniste. Les charges à caractère général ont augmenté de 13,16% par rapport à 2022. Un exemple, la facture d'électricité est passée de 1 054 900 en 2021 à 1 683 000 en 2023. Pour faire face à cette augmentation, on avait pris des mesures assez exceptionnelles. Notamment, on avait fermé la patinoire durant la période estivale et on a procédé à la coupure de l'éclairage public la nuit. Un mot sur la masse salariale. Donc, elle a augmenté suite aux différentes décisions prises par l'État. Revalorisation du point d'indice, augmentation du SMIC. On trouve ça à page 31. Il est néanmoins important de constater que les dépenses réelles de fonctionnement sont relativement stables depuis 2018 et que les intérêts de la dette sont en constante diminution, ce qui témoigne d'une maîtrise de celle-ci. Page 32, les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 24 688 355 €. Elles sont restées stables par rapport à 2022. Les produits des services du domaine et des ventes divers sont en hausse de 313 000 € par rapport à 2022. Cette augmentation s'explique notamment par la refacturation des assurances des bâtiments en concession à la SPL, destination Amnéville. Les recettes du casino que l'on trouve au chapitre 73 sont passées de 5 506 000 en 2022 à 5 863 000 en 2023. Les autres produits de gestion courante s'élèvent à 4 501 027 € en 2023 contre 2 893 547 en 2022. Ceci est principalement dû au reversement d'un excédent des régies et un retour à la normale à la redevance promotion touristique versée par le casino. Page 35, les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 5 219 663 € en 2023. Les remboursements représentent 28% de ce montant. Il a ainsi diminué de 18% par rapport à 2022. Ça représente 328 000 €
de dépenses en moins. Le reste est partagé entre l'acquisition de logiciels, de matériel, de travaux et l'augmentation de capital de la SPL. Quelques exemples d'acquisition et de travaux: remplacement de chaudières fuel par des chaudières gaz, réfection des corniches de l'église, requalification de l'RD 47 et des travaux de voirie. Page 38, les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 2 749 922 €. Elles sont composées de la taxe d'aménagement, du FCTVA, des subventions et d'un emprunt. Un mot sur les résultats 2023. Page 41, l'exercice 2024 se termine avec un excédent de fonctionnement de 979 828 €, auquel s'ajoute l'excédent reporté de 4 101 552 €, soit un résultat cumulé de 5 081 381 €. La section d'investissement se termine avec un résultat cumulé, dont les RAR, à moins 1 381 650 €. Ce déficit doit être couvert par l'excédent de fonctionnement via le compte 1068. La dette de la commune, page 43. Je rappelle qu'au 31/12/2014, le capital restendu de la dette était de 24 millions, soit une dette par habitant de 2 367 €. Au 31/12/2023, ce capital restendu de la dette est passé à 11 284 000, soit une dette par habitant de 1 050 €. Le taux d'endettement est de 47,73% en 2022. Le taux d'endettement moyen des communes en France était de 73,6%. Pour rappel, en 2014, le taux d'endettement de la commune était de 107%. La capacité de désendettement de la commune au 31/12/2023 était de 4,5 ans. En 2022, la capacité de désendettement moyenne d'une commune française se situait autour de 5,5 années. En 2014, pour nous, c'était 16 ans. Par ailleurs, la dette de la ville se compose uniquement d'emprunts à taux fixe. Le dernier emprunt à taux variable a été remboursé par anticipation. Page 49, du côté de la fiscalité des ménages, les taux resteront inchangés cette année encore. Toutefois, le produit perçu sera supérieur à 2023, car on constate une hausse des bases de 3,9%. Page 59, un point sur l'évolution de la masse salariale et des effectifs. Au 31/12/2023, la ville employait 303 agents, 193 femmes et 110 hommes. Les effectifs sont stables, mais les dépenses augmentent principalement dû des faits de mesures gouvernementales. J'en ai parlé, augmentation du point d'indice, prime inflation. Plusieurs mesures 2023 ont eu un effet et auront un effet sur le budget 2024. Donc la revalorisation du point d'indice au 1er juillet 2023, plus 1,5%, ça représentera environ 200 000 €. Revalorisation des grilles indiciaires, revalorisation du SMIC au 1er mai 2023. Quelques mesures prévues en 2024, attribution de 5 points supplémentaires au 1er janvier 2024, revalorisation du SMIC, hausse des cotisations CN-RACL. Un mot sur les orientations budgétaires 2024 à partir de la page 61. Comme chaque année, les prévisions de ce budget 2024 sont très prudentes. Les dépenses tiennent compte de l'inflation et de la fin progressive du bouclier tarifaire sur l'électricité. Les recettes sont quant à elles plutôt pessimistes. La section de fonctionnement devrait se situer aux alentours de 26 millions €. Les charges à caractère général sont équivalentes aux prévisions 2023. Les dépenses de personnel sont stables par rapport aux prévisions 2023. Les cotisations à d'autres organismes, en particulier au SDIS, vont augmenter de 22 000 €. Le virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement devrait dépasser les 2 500 000 €. La fiscalité des ménages devrait afficher une augmentation dynamique suite à la revalorisation des bases de 3,9%, j'en ai parlé. La fiscalité du casino est estimée à 5 800 000 €. Les régies municipales devraient verser un excédent estimé au moins à 700 000 €. Concernant la section d'investissement, elle devra dépasser les 8 millions €. Les acquisitions d'immobilisation personnelle, incorporelle et les travaux dépasseront les 3 millions € et permettront la mise en place de la vidéosurveillance, la requalification de la place Rho, la suite des travaux de l'éclairage public, l'acquisition de véhicules et engins pour le CTM, le renouvellement du mobilier scolaire, la subvention versée à la CCPOM pour les travaux réalisés sur les réseaux d'eau pluviale sera de 131 100 €.
Le remboursement de la dette en capital va diminuer de près de 285 000 € par rapport à 2023. Et nous financerons ces investissements grâce à des subventions, 400 000 € au titre de Ambition Moselle pour la salle Maurice Chevalier, du FCTVA estimé à 230 000 €, la taxe d'aménagement estimée à 250 000 € et d'un virement de la section de fonctionnement 2,5 millions d'euros. La mise en place du plan pluriannuel d'investissement 2024-2026 permet de planifier des investissements d'ici la fin du mandat, que ce soit en projet nouveau ou en entretien du patrimoine existant. Il sera actualisé autant de fois que nécessaire. Enfin, un mot sur ce budget qui s'inscrit toujours dans une volonté budgétaire et politique constante. Il est de faire face aux augmentations des dépenses de fonctionnement liées à l'inflation et à l'augmentation des dépenses énergétiques, préserver l'avenir de la commune, ne pas augmenter le taux de la fiscalité des ménages, toujours soutenir le tissu associatif et réaliser des investissements tout en restant proche de la trésorerie disponible en recherchant des financements. Merci pour cette synthèse du ROB. Vous l'aurez compris, le but de ce débat d'orientation budgétaire, c'est aussi de mettre en lumière le fait que nous tentons d'établir un budget qui soit en corrélation et qui soit le plus proche possible de la réalité de la trésorerie de la commune, avec une règle, c'est que les recettes réelles doivent toujours être supérieures aux dépenses réelles, sans donc que l'on tienne compte des écritures d'ordre, que l'on doit maîtriser ces dépenses, même si certains éléments, par définition, nous échappent. Quand l'État décide d'augmenter le point d'indice des fonctionnaires et donc leur accorde une augmentation, eh bien, ce n'est pas l'État qui paye, mais la commune qui paye ses propres fonctionnaires. Ça paraît normal. Quand le SDIS nous impose une augmentation de ses cotisations, eh bien, ce n'est pas discutable. Donc, on est dans l'obligation de faire face à cela. Et je souligne que ce que j'entends ces derniers temps au niveau gouvernemental m'interpelle sur la situation, puisqu'on nous a annoncé 10 milliards d'économies cette année, qu'on nous a annoncé par la suite 12 milliards pour l'année prochaine, pour finir par nous dire que l'année prochaine, ce serait les 10 milliards d'économies pérennisées sur plusieurs années, mais qu'en outre, il y aurait 20 milliards d'économies de plus. Donc si je compte bien, ça fait 30 milliards d'économies. Pour économiser autant d'argent, cela va se traduire nécessairement soit au travers d'une réduction des subventions versées aux communes, soit d'une autre manière, mais nécessairement on sera impacté. On l'a déjà constaté au travers de la disparition du bouclier tarifaire sur l'énergie. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent. C'est pour cela que vous avez pu constater que les estimations que l'on a faites au titre des dépenses sur l'exercice 2024 sont au plus proche de la réalité. Les recettes ont été volontairement ajustées au niveau du plancher et non pas du plafond de ce que l'on peut escompter, parce qu'il faut rester prudent, bien évidemment. J'espère que l'obtention des subventions que l'on attend, on a évoqué dans ce rapport la seule subvention qui nous a déjà été accordée pour la réfection de la salle Maurice Chevalier, mais il y a aussi des subventions que l'on attend de la part de l'État, eh bien, feront l'objet d'une décision modificative qui sera soumise, bien évidemment, à ce Conseil pour approbation, une fois que nous aurons effectivement la réponse de la préfecture au titre de ces demandes présentées. Voilà, on continue sur la même base que celle qui a été la nôtre. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez intervenir, je vous en prie, manifestez-vous. Vous avez la parole. Concernant donc cette présentation du rapport d'orientation budgétaire, je vais faire un petit rappel. La Cour régionale des comptes, en mars 2023, donc l'année dernière, vous avez épinglé, monsieur le maire, sur le fait qu'il n'y avait pas de plan pluriannuel d'investissement dans votre rapport d'orientation budgétaire. Donc la Cour des comptes, vous avez fait un rappel à la loi
Cette année, on se rend compte que vous produisez un tableau qui porte le même nom et c'est tant mieux. Mais monsieur le maire, permettez-moi, quand on a analysé tous ces documents, on a vraiment l'impression que vous prenez les gens pour des imbéciles. Parce que ce tableau et ce rapport est vide de sens. Les seuls investissements qui y figurent sont des investissements de maintenance obligatoire avec les mêmes valeurs chaque année. Vous faites un copier-coller de chaque année. Et les seuls vrais investissements que vous devez mettre dans le document qui vous a été imposé par la Cour des comptes, ce sont les investissements qui figurent, mais qui sont déjà actés. Je vais prendre l'exemple, la place Frédéric-Roux, les LED, etc., etc., etc. Donc c'est déjà acté. La première phrase de votre document que vous nous présentez en est d'ailleurs un résumé remarquable, et je vais vous citer, vous dites que la tenue du débat d'orientation budgétaire constitue une formalité. Ce n'est pas une formalité, le débat d'orientation budgétaire. C'est la vision que vous devez donner à l'ensemble du conseil municipal pour l'année à venir et les années suivantes. C'est loin d'être une formalité. Et à sa lecture, on comprend bien effectivement que c'est votre état d'esprit et avec votre état d'esprit que vous l'avez élaboré. Dans ce document, nous avons relevé à la dernière page 5 malheureuses petites lignes, et monsieur Léonard l'expliquait. Ces 5 malheureuses petites lignes à la dernière page, ils doivent servir à éclairer une vision politique à venir. Mais quelle déception de lire dans ces 5 petites lignes votre ambition pour notre ville. Parce que n'importe quel rond de cuir aurait pu écrire ces 5 lignes. Mais sur ces 5 lignes, eh bien, on a relevé 4 mensonges, 4 énormes mensonges qui vous caractérisent. Le premier mensonge, vous dites gérer au plus juste. Mais comment vous pouvez dire gérer au plus juste alors que pendant des années et des années, vous avez bradé nos terrains? Et encore cette année, vous avez acheté un terrain au prix fort. La mairie, vous, la majorité, vous avez acté l'achat d'un terrain au prix fort pour le revendre à une société privée presque moitié prix. C'est ça, acheter au plus juste, gérer une ville au plus juste. Deuxièmement, vous dites investir à minima. Oui, ça c'est vrai, c'est pas un mensonge. Parce que moins vous en faites et mieux vous vous portez. Parce que investir à minima, toute ville qui se respecte investit à minima. Ça fait 10 ans que vous êtes à la tête de cette ville. Qu'avez-vous créé comme richesse en 10 années? Qu'avez-vous créé comme plus-value pour les Amnivillois en 10 années? Rien, absolument rien, si ce n'est, et je suis persuadé que quand vous reprendrez la parole, vous continuerez à critiquer vos prédécesseurs, mais ça fait 10 ans que vous êtes à la tête de cette ville. Donc les critiques, je pense qu'elles n'auront plus lieu d'être. Troisièmement, vous dites ne pas toucher aux impôts. Cette année, vous n'allez pas toucher aux impôts. Mais vous n'avez pas honte d'écrire ça et de nous dire ça? Je rappelle qu'en 2015, quelques mois après votre élection, vous avez décidé d'augmenter d'1,8 million d'euros les impôts aux Amnévillois. Vous ne les avez jamais baissés. Donc 1,8 million par an, ça fait 10 ans que vous êtes aux manettes. Sortez vos calculettes, ça fait 18 millions d'euros. 18 millions d'euros qui ont été pris aux Amnévillois sur leur pouvoir d'achat. Qu'avez-vous fait avec ces 18 millions d'euros? Qu'avez-vous investi? Quatrièmement, vous dites assurer l'avenir et aider les associations. Mais vous le dites sans aucune honte. Mais même sur ce point que vous citez comme une volonté politique constante, vous mentez. Les subventions de 2023 auront été de 18% inférieures à celles qu'elles étaient en 2018-2019. Ben oui, mesdames, messieurs, il suffit de regarder, de travailler vos documents, et vous le verrez. En 2023, vous allez verser un tout petit peu plus d'1 million d'euros de subventions contre 1 251 000 en 2018. Donc quand vous dites que vous assurez l'avenir et vous aidez les associations, c'est faux. C'est un mensonge. Et le dernier, vous dites, et sans
sans aucune gêne, vous faites face aux augmentations des dépenses de fonctionnement. Ah, vous allez faire face aux dépenses de fonctionnement. Mais vous osez dire ça alors que vous êtes augmenté vos indemnités de 50%, et ça rentre dans vos dépenses de fonctionnement. Alors là, on y va. Là, on se fait plaisir hein, sur les augmentations des indemnités. Donc, vous voyez, sur les 5 lignes, 4 mensonges. Alors, on pourrait penser que le débat d'orientation budgétaire devrait être l'occasion de vous exprimer sur votre vision de l'avenir. Mais pas un mot non plus, mesdames, messieurs, sur le devenir de certaines propriétés de la commune sur le site de loisirs et l'impact financier à moyen terme. Et je pense par exemple, mesdames, messieurs, aux Galaxies. Aux Galaxies dont le président Weiten avait annoncé que le département allait devenir propriétaire de ce bâtiment pour l'euro symbolique. Tandis que vous-même, monsieur Munier, lors du conseil municipal de juin 2022, vous clamiez que rien n'était encore fait et que vous alliez saisir les domaines, mais que de toute façon, le Galaxy ne serait pas vendu, il valait environ 50 000 euros. Selon nos informations, M. Munier, il semblerait que les domaines vous aient fait une estimation du Galaxy. Et ça serait bien que vous l'expliquiez, que vous nous donniez le chiffre qui a été fait par les domaines. On m'annonce plusieurs millions d'euros que coûterait le Galaxy. Alors peut-être que vous allez nous apporter des éléments ce soir sur ce bâtiment, puisqu'on est dans le pluriannuel, 2 ans à venir. Bref, mesdames, messieurs, à travers ce document, ce DOB, nous en sommes réduits à cette vision minimaliste et technocrate, sans aucune ambition pour notre ville, sans aucune vision, sans aucun chemin, si ce n'est de critiquer encore une fois et toujours vos prédécesseurs. Vous n'avez pas d'argent. Monsieur Léonard, vous avez encore rappelé qu'en 2014, la dette était colossale. Mais la dette, on vous aurait félicité si vous n'aviez pas augmenté les impôts et si, évidemment, vous aviez créé de la richesse pour la ville. Vous avez augmenté les impôts, vous ne les avez jamais baissés et vous n'avez créé jamais aucune richesse pour notre ville. Donc c'est votre politique, c'est la vôtre, elle vous appartient, elle sera gravée dans le marbre pendant quelques années, mais nous avons hâte de voir le prochain budget qui aura lieu dans quelques semaines, parce que là, on verra vraiment les dépenses qui seront faites. Voilà. Merci pour cette écoute. Et évidemment, M. Munier, comme c'est un débat, si vous souhaitez reprendre la parole derrière moi, on débattra sans aucun problème. Oh, je suis l'habitude avec vous, Monsieur Dieudonné. Vous ne supportez pas les vérités, quelles qu'elles soient, donc on va pouvoir en débattre. Vous voyez, vous commencez déjà. D'accord. Alors moi, je note que depuis 10 ans, votre discours est toujours le même. Tous les relais qu'on fait, tous les débats qu'on a sur ce point, je suis un incapable, un imbécile, pour reprendre vos termes, qui ne fait que mentir, qui n'a aucune vision, qui n'a aucun avenir pour cette commune, qui ne sert à rien, un inutile, quoi, et bon, acheter à la poubelle, terminé. On n'a jamais rien fait. Heureusement qu'il y a la Cour des comptes et un rapport de la Cour des comptes en 2023 qui dit totalement l'inverse et qui dit que si on n'avait pas géré cette ville comme on l'a fait, on n'en serait pas aujourd'hui là parce qu'on serait dans une autre situation nettement plus dramatique. C'est facile de passer sur le passé. Laquelle de situation vous dites? La Cour des comptes? Non, mais vous dites laquelle? Je pose la question laquelle? Voilà, c'est un débat, monsieur Munier. Là, vous supportez pas qu'on vous réponde. Vous supportez pas qu'on vous mette les points sur les i. Vous supportez pas la réalité. C'est un débat. Le débat, ça consiste pas à être impoli et à couper la parole, monsieur Dieudonné. Moi, je me permets pas de vous couper la parole quand vous prenez la parole, mais je vois que dès que j'essaye de vous répondre, ça sert à rien parce que effectivement, vous voulez pas entendre la vérité. Hein, ça vous ferait quand même mal au ventre de reconnaître que on a un rapport de la Cour des comptes qui dit qu'on a baissé l'endettement de la commune de 56%. Mais c'est normal. Qu'on a éponché la dette. Mais vous avez augmenté de 20 millions les impôts, monsieur Munier. C'est normal. Okay. C'est pas votre. Attendez, la Cour des comptes, elle dit. Ah non, mais c'est un débat. Non, vous ne me ferez pas taire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Vous ne me ferez jamais taire. Voilà. On est conseil municipal, débat démocratique. Je dis juste. Mais là, vous dites la Cour des comptes. Mais la Cour des comptes. Suspension de séance. 20 millions d'euros.
Bien, je vous invite à reprendre place pour une tentative de poursuite de ce débat d'orientation budgétaire. Bien, on va pouvoir reprendre avec les gens qui veulent tenir ce débat d'orientation budgétaire, étant rappelé qu'il y a eu une commission finances qui s'est tenue il y a quelques jours, à laquelle d'ailleurs Monsieur Dieudonné et son équipe a brillé par son absence, alors qu'on aurait pu débattre de ces éléments déjà à cette époque. Je précise qu'effectivement, le rapport de la Cour des comptes avait fait une remarque principale, c'était l'absence de PPI, plan pluriannuel d'investissement, au titre duquel on avait rappelé que la situation financière de la commune interdisait jusqu'à très récemment tout investissement, de sorte qu'on n'avait pas voulu présenter une feuille blanche. Aujourd'hui, il y a dans ce rapport d'orientation budgétaire les investissements projetés sur les 2 années à venir, 2024-2025, étant précisé qu'effectivement certains travaux sont étalés sur 2 années, puisque nous savons, pour exemple, que les travaux de rénovation de la place Raux vont débuter en 2024, mais ne s'achèveront qu'en 2025, de sorte que le coût est étalé sur 2 exercices budgétaires, de même que la rénovation de l'espace public. Je rappelle que, d'autre part, la vente du terrain qui nous est reprochée à la société AGV, avec un effort fait par la municipalité au travers des deniers publics, consistant la différence entre le coût d'acquisition et de portage par le PFGE et le coût de revente à AGV, a pour but la création de cet équipement indispensable aux personnes âgées qui va leur apporter des solutions d'hébergement sur la commune d'Amnéville et des services. Et le fait d'avoir un prix fixé à ce niveau pour ce terrain garantira que le coût du loyer qui sera versé par les usagers sera un coût supportable. Voilà pour les précisions que je voulais apporter, étant souligné que le ROB n'est pas une formalité pour moi, mais qu'il est défini comme cela par la loi, et c'est pour ça que nous adoptons ce terme. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer sur ce débat d'orientation budgétaire ? Merci. Donc, je vous demande de me donner acte de la tenue du rapport d'orientation budgétaire avant le vote du budget primitif 2024. Nous pouvons passer au point 3.2, la demande de subvention au titre du Fonds international de prévention de la délinquance FIPD 2024 pour la mise en place d'un système de vidéoprotection à Amnéville. Monsieur Léonard. Faisant suite aux violences urbaines intervenues en juin 2023, il apparaît plus que nécessaire d'implanter un système de vidéoprotection sur le territoire communal. Ce projet a été construit en lien avec Madame la commissaire de police d'Agondange et le référent sécurité de la police nationale. Les objectifs de ce projet sont multiples. Apporter une réponse adaptée aux citoyens amnévillois et malencourtois en termes de protection des biens et des personnes et s'inscrire dans le cadre d'un maillage territorial important permettant une résolution des faits plus efficace par les forces de police étatisées. Il convient de préciser que ce projet sera réalisé en 2 phases, la première en 2024, la seconde en 2025. La ville d'Amnéville étant éligible au Fonds interministériel de prévention de la délinquance 2024, FIPD, il est proposé de solliciter une subvention auprès de l'État au titre du programme sécurisation volet vidéoprotection. Le montant des travaux de la phase 1 est estimé à 237 815 € hors taxe, montant arrondi. La commune souhaite solliciter une participation financière de l'État à hauteur de 89 789,50 € hors taxe, soit 50% du montant de l'opération estimée hors travaux de génie civil. Au titre du règlement d'attribution relatif aux pièces à produire à l'appui des demandes de subvention présentées au titre du FIPD, une délibération du conseil municipal adoptant l'opération
et arrêtant les modalités de financement est à joindre. Merci. Je rappelle que si nous demandons une participation financière limitée à 89 789,50 €, c'est parce qu'on ne peut pas obtenir de subvention pour les travaux de génie civil. Donc, ce n'est pas effectivement 50% de l'investissement total, mais 50% de la part de travaux hors génie civil qui est sollicité auprès du FIPD. Je pense que personne ne peut s'opposer à une demande de subvention auprès d'une institution pour financer nos travaux. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Vous avez la parole. 10 ans qu'on attendait ce moment. Éric Munier va mettre des caméras dans la ville. 10 années d'attente, 10 années où vous avez eu, c'est le temps qu'il vous a fallu pour comprendre. On est content. Monsieur Munier, on est vraiment content. Mais on n'est pas 100% content pour rien vous cacher. Alors vous allez dire, ouais, Dieudonné, suspension de séance, qu'est-ce qu'il a encore à dire? Ben, on va vous dire, il faut que vous sachiez, les conseillers municipaux, qu'il y a eu une commission de sécurité qui a eu lieu il y a quelques jours, où on nous a présenté ce schéma de vidéoprotection. Alors je suis déjà fier d'avoir porté ce projet depuis des années. Je suis fier qu'il y ait eu plus de 840 familles qui nous aient soutenus pour ce projet de caméra. On est content, mais ce qu'on n'a pas aimé du tout dans la commission que vous avez présidée, Monsieur Munier, c'est que vous nous avez expliqué qu'il y avait 78 caméras qui allaient être installées en 2024 et 2025, dont 39 dès l'année prochaine. On se dit, ben, c'est bien, c'est pas grave, sur 2 années, c'est bien. Sauf que dans votre discours, vous avez bien expliqué que les 39 premières caméras, vous n'allez pas filmer la ville, vous n'allez pas filmer les routes. Mesdames, Messieurs, vous allez filmer les bâtiments publics. C'est sûr que tous ceux qui vont... oh oui, vous pouvez regarder, Monsieur le maire, oui. Tous ceux qui vont voler, tous ceux qui vont faire des incivilités dans notre commune, c'est sûr qu'ils vont tous avant la médiathèque pour un petit peu lire, à la bibliothèque pour s'instruire. C'est sûr et certain que vous faites encore une fois le bon choix. Alors, c'est vrai qu'on s'en veut, Monsieur le maire. On s'en veut vraiment parce que on aurait dû vous dire que de mettre des caméras en priorité dans les endroits de la ville qui sont les plus importants, là où ils sont les plus vandalisés, ça aurait été, je pense, une priorité. Mais encore une fois, c'est pour ça que je vous dis qu'on n'est pas tout à fait content, parce que il y a 2 ans, vous avez mis des caméras sur le site. D'abord le site, après les Amnévillois. Et maintenant que les Amnévillois ont droit à leurs caméras, c'est d'abord les bâtiments publics et seulement ensuite les rues qui sont les plus impactées en termes de délinquance. Voilà, donc évidemment, on souhaite que vous reveniez dans une logique imparable. Merci pour les caméras, c'est super, mais mettons d'abord les caméras dans les rues de notre ville et ensuite, eh bien, filmons peut-être les bâtiments publics dans un second temps, puisque vous avez décidé de le faire sur 2 années. Voilà, donc je tiens ici officiellement à remercier donc tous les Amnévillois qui nous ont aidés à faire que ce projet voit le jour 10 années après. Je me souviens très très bien des discours que vous aviez pendant la campagne électorale, où vous disiez la main sur le cœur que les caméras ça sert à rien, que Amnéville c'est pas Chicago, qu'il n'y a jamais eu de problème dans notre ville. Et on se rend compte aujourd'hui, vous vous rendez compte aujourd'hui que, en effet, il y a des graves problèmes. Et je suis content et fier que vous en soyez conscients, parce que ça commence à Amnéville à faire beaucoup. Voilà. Pour terminer, il faut savoir que dans ces caméras, bien sûr, seront filmées les entrées de ville et les sorties de ville, les plaques d'immatriculation. Donc ça, c'est la moindre des choses. Mais voilà, il faut continuer dans ce sens. Et je vous demanderai simplement, Monsieur le maire, qu'on intervertisse. C'est-à-dire que dès cette année, les caméras, c'est dans les rues qui posent des problèmes. Et l'année prochaine, les bâtiments publics, les lecteurs de la médiathèque et de la bibliothèque, je pense que ce ne sont pas eux qui sont le plus en danger. Merci beaucoup.
Ouais, je constate que vous êtes toujours dans la même enchance à vouloir transformer la réalité et la présenter à votre sauce, parce que depuis 10 ans, vous me reprochez de refuser de mettre des caméras, que je suis complètement obtus et contre ça. Ça fait 10 ans que je vous explique que les caméras seront mises lorsque la commune aura les moyens de financer l'installation de ces caméras, et on voit les montants que cela représente. Nous avons enfin les moyens de réaliser ces travaux et donc nous les faisons en même temps que la réfection de la salle Maurice Chevalier ou de la place Raux ou de l'éclairage public. Et puis, on n'a pas dû assister à la même commission de travaux, mais là encore, c'est habituel chez vous de prétendre que ce que vous avez entendu n'a rien à voir avec la réalité, parce qu'il n'a jamais été mentionné que les 39 caméras étaient placées uniquement pour filmer les bâtiments publics. Il vous a été précisé, et nous avons tous pu acter, que le plan d'installation de ces caméras a été fait en accord avec le référent spécifique de la préfecture et avec Madame le commissaire de police, qui a identifié les lieux qui étaient les plus anxiogènes, si vous me permettez le terme, de la commune, et qui a demandé que nous mettions des caméras effectivement pour filmer les entrées et les sorties de ville avec lecture de plaques, et des caméras dans ces lieux-là. C'est pour ça que l'implantation a été faite sur un plan défini par ces services, mais je vais laisser l'adjoint à la sécurité vous apporter plus de détails à ce titre. Monsieur Dalla Favera. Oui, c'est un travail de longue haleine, puisqu'on ça fait plus d'un an et demi qu'on travaille sur ce dispositif, et le déploiement de la vidéosurveillance n'est pas anodine. Elle a été vraiment apportée donc, de manière conjointe avec le commissariat donc, de police et puis le référent sécurité donc, de la préfecture, en fonction un petit peu des problématiques que vous pouvez rencontrer donc, sur le territoire. Voilà. Je n'ai pas davantage de choses à rajouter, monsieur le maire, si ce n'est que j'attends toujours la pétition des 840 noms, vous savez, qui nous avait promis, 840 familles qui devaient effectivement nous devait absolument mettre la vidéoprotection il y a quelques années. Je l'attends encore, cette pétition. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que là, l'objet de ce rapport, c'est de savoir si vous acceptez que l'on fasse une demande de subvention au FIPD ou pas. Voilà. Je vous propose dès lors de passer au vote. Il vous est demandé d'approuver le montant estimatif du projet précité à hauteur de 237 815 € hors taxe pour la phase 1, d'arrêter le plan de financement incluant la demande de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance 2024 à hauteur de 50% des dépenses subventionnables comme suit. Montant à la charge de la commune 148 025,50 € hors taxe, soit 177 630 € 60 TTC. Subvention sollicitée 89 789,50 € hors taxe, soit 107 747,40 € TTC, pour un montant de travaux total de 285 378 €. Le montant des travaux hors génie civil étant 215 494,80 €. Il vous est demandé de charger le maire ou son représentant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour l'installation de la vidéoprotection, de s'engager à inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2024 et à assurer si nécessaire l'autofinancement de la part qui ne serait pas obtenue au titre de la subvention, et d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout acte à intervenir relatif à cette opération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Nous passons au point 3.3, avance sur subvention CSEA. Monsieur Léonard. Dans le cadre de sa restructuration et de son développement, le CSEA sollicite la commune d'Amnéville une avance de subvention 2024 afin de pouvoir honorer pour partie les créances relatives au plan de redressement et de poursuivre la dynamique lancée par la nouvelle présidence. Il est proposé l'attribution d'une avance de 50 000 €. Je rappelle que la subvention 2023, comme les années précédentes, enfin en partie les années précédentes, avait été de 100 000 €. Comme d'habitude, nous nous sommes demandé une avance sur subvention à hauteur de moitié, qui ne va donc pas s'ajouter à la subvention totale, mais qui n'est qu'un acompte sur cette subvention, que nous serons amenés à voter ultérieurement. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Vous avez la parole. Quel que soit le président, quelle que soit l'association,
de notre côté, on a toujours voté pour que nos associations sportives et culturelles de notre ville aillent au mieux. On s'aperçoit que le nouveau président fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. C'est vrai qu'il a mis une nouvelle dynamique, il a trouvé des sponsors. Visiblement, ça a l'air de fonctionner. On ne peut que s'en féliciter. On reste par contre très attentif sur l'aspect sportif. On n'y viendra pas parce que ça ne nous regarde pas. Aucun élu, M. Zimanski, ne peut s'immiscer dans un club, quel qu'il soit, et encore moins donner des conseils ou des directives. Moi, je ne suis pas là pour parler de ça, je suis là pour parler de ce club. Donc il faut continuer à soutenir le président Le Certeur, comme on a toujours soutenu les autres présidents, et quels qu'ils soient, dans notre commune. Voilà. Donc oui pour la demande d'avance de subvention de 50 000 €, et puis longue vie au CSOA. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Non, on peut passer au vote. Il vous est donc demandé d'attribuer une avance sur subvention 2024 à l'association du CSEA pour un montant de 50 000 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie pour le CSEA. Nous passons au chapitre 4, l'intercommunalité. Point 4.1, communication du rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la CCPOM. La Chambre régionale des comptes a délivré son rapport d'observation définitive au président de la CCPOM pour les exercices 2016 et suivants. Par application de l'article L243-8 du Code des juridictions financières et faisant suite à la présentation du rapport d'observation définitive de la CCPOM à son assemblée délibérante, la Chambre régionale des comptes transmet aux maires des communes membres de la CCPOM le dit rapport afin de le soumettre au conseil municipal dans les meilleurs délais, ce qui a été fait puisqu'il vous a été communiqué en annexe à ce rapport. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Vous avez la parole. Je ne commenterai pas l'ensemble du document qui nous a été transmis, puisqu'il est lourd, mais nous désirons attirer l'attention sur un point et un seul. Il concerne la recommandation numéro 3, qui s'appuie sur le fait que la SPL, dont vous étiez alors président jusqu'à il y a peu, ne remplissait pas, vis-à-vis de la communauté de communes, ses obligations de transparence sur ses comptes. Et c'est grave. La recommandation numéro 3 de la Cour des comptes, qui, elle, ne fait pas de politique, elle vous oblige d'exercer un contrôle renforcé sur la SPL, et elle exige, elle ne demande pas, elle exige notamment que les comptes rendus financiers annuels, prévus par l'article L 1523-2 du CGCT, soient produits par le concessionnaire, c'est-à-dire par vous. Nous avons là, et par la Chambre régionale des comptes, une nouvelle preuve que la SPL que vous dirigez depuis 2017, jusqu'il y a peu, je l'ai dit, est un organe que je considère pour le moins opaque. Opaque parce que nous nous sentons donc confortés par le fait que ce que nous dénoncions depuis des années au conseil municipal ait été mis en évidence de façon aussi claire, nette et précise par une tierce personne, qui plus est, la plus haute autorité de l'État, qui, elle, a un avis neutre. Ce que nous dénoncions depuis des années, et on comprend mieux maintenant pourquoi, M. Munier, vous n'avez jamais voulu que l'opposition rentre dans cette SPL. Donc encore une fois, vous allez nous expliquer, blabla, vos histoires, mais c'est la Cour des comptes, moi, qui m'intéresse, et c'est elle qui vous a déjà tapé sur les doigts depuis plusieurs années, encore l'année dernière et encore cette année, par rapport à la communauté commune, dont je rappelle... Ah, si Mme Kurtz prend la parole sans la demander, je crois que le règlement doit être... Vous n'avez pas la police de l'audience, monsieur Dieudonné, donc vous n'avez pas à interpeller le conseiller municipal. Vous m'interrompez pas, monsieur Munier. Vous m'interrompez pas, j'ai pas fini. Suspension de séance. Vous avez terminé votre crise d'honneur. Mais voyez. Vous pouvez terminer. Vous m'interrompez. Ou suspension de séance. Vous allez continuer à nous faire votre cinéma. Ça vous dérange la justice, hein?
Bien, si vous avez fini de nous insulter en disant des bêtises comme d'habitude, je vais pouvoir vous répondre parce que effectivement, la Cour des comptes reproche à la CCPOM de n'avoir pas sollicité de manière plus approfondie le rapport de la SPL. Ah oui. Pourquoi la SPL n'a-t-elle pas donné un rapport plus approfondi et pourquoi surtout M. Fournier, président de la CCPOM, ne l'a-t-il pas demandé? Vous l'ignorez. Vous ne savez pas que la CCPOM est l'actionnaire de la SPL, donc que la SPL a, lorsqu'elle vote le budget, autour de la table, la CCPOM, M. Fournier, M. Weiten et tous les membres de cette SPL. Donc, M. Fournier, est-ce qualité de représentant de la CCPOM siégeant au sein de la SPL, a accès à tous les comptes, a accès à tous les budgets, a accès à tous les bilans de cette société publique locale et qu'il est donc parfaitement informé du fonctionnement de celle-ci. Et la Cour des comptes relève également que la CCPOM n'a jamais formulé la moindre demande qui serait restée sans réponse de la part de la SPL. Alors je veux bien que vous racontiez ce que vous avez envie de raconter, mais il serait temps que vous vous rapprochiez un peu plus de la réalité et de la vérité, plutôt que d'être toujours dans des supputations sur le fait que l'on cacherait des choses et qu'on n'aurait pas cette politique de transparence dont personne ne se plaint à part vous. Et vous comprendrez aussi qu'au vu des propos que vous tenez et de vos insultes régulières et de votre manque total de politesse et de votre irrespect à l'égard des institutions, effectivement, aucun membre de la SPL n'a jamais voulu de vous comme membre du conseil d'administration de la SPL destination. Encore une fois, le mensonge. Donc c'est la communauté de communes qui se trompe. C'est la Cour des comptes qui ment. C'est pas Dieudonné, c'est la Cour des comptes qui se trompe. Ah, vous êtes exceptionnel. Vous êtes exceptionnel. Ben, on publiera les documents. À vos errances, Monsieur Dieudonné. Vous travestissez encore une fois les choses, les propos et la réalité. On montrera. On vous mettra vos mensonges. Toujours. Toujours. Bien. Je considère que vous avez pris connaissance du rapport d'observation définitive de la communauté de communes du Pays Orne-Moselle établi par la Chambre régionale des comptes pour les exercices 2016 et suivants. Nous passons au point 4.2, approbation du rapport de la CLECT. Il vous a été présenté le compte-rendu de la réunion de la CLECT, Commission locale d'évaluation des charges transférées, en date du 24 novembre 2023, qui vous rapporte. La commission locale d'évaluation des charges transférées s'est en effet réunie le 24 novembre 2023 sous la présidence de M. Matélic afin de fixer les attributions de compensation dérogatoires d'investissement 2023 et les attributions de compensation de fonctionnement définitif 2023. Sur l'attribution de compensation dérogatoire d'investissement définitif 2023, l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2016 permet d'imputer une partie du montant des attributions de compensation en section d'investissement. Ces dispositions permettent de créer, sous certaines conditions, une attribution de compensation d'investissement, c'est-à-dire d'inscrire en section d'investissement une partie de l'attribution de compensation. Cette possibilité s'applique aux compétences transférées qui impactent majoritairement la section d'investissement. Pour la CCPOM, cela concerne les travaux d'investissement réalisés par le CIAVO, auquel la CCPOM a transféré sa compétence assainissement, y compris la compétence eau pluviale, étant précisé que seules 6 communes sont concernées, puisqu'il s'agit d'Amnéville, Clouanges, Moyeve-Grande, Moyeve-Petite, Rombat et Rosselange. La possibilité offerte par la loi de fixer des attributions de compensation selon cette procédure dite dérogatoire se trouve conditionnée par l'adoption de délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des 2/3 et des conseils municipaux des communes membres intéressées. Le conseil communautaire est donc appelé à se prononcer sur le montant des attributions de compensation dérogatoires d'investissement telles qu'elles ont été déterminées par la CLECT lors de sa séance du 24 novembre 2023. Pour l'année 2023, les montants prévisionnels proposés sont notamment pour Amnéville au titre de la part variable 2023, 131 091 €.
En ce qui concerne l'attribution de compensation de fonctionnement définitif 2023, il est rappelé qu'en application des dispositions du grand 5 de l'article 1609 nonice-C du Code général des impôts, la CCPOM verse à chaque commune membre une attribution de compensation qui ne peut être indexée. Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes membres et de leur EPCI lorsqu'il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique. C'est une dépense obligatoire de l'EPCI ou, le cas échéant, des communes membres si l'attribution de compensation est négative. D'une façon générale, les attributions de compensation sont égales aux ressources transférées moins les charges transférées. La commission locale d'évaluation des charges transférées est chargée de procéder à l'évaluation des charges transférées afin de permettre le calcul des attributions de compensation. Pour l'année 2023, la révision des attributions de compensation concerne la réintégration de charges au profit des communes à la suite de modifications concernant le personnel dont la charge a été transférée à la communauté de communes dans le cadre du transfert de la compétence emploi et insertion professionnelle. Il s'agit de la rémunération d'un agent de l'antenne emploi d'Amnéville qui a demandé une mutation au 1er octobre 2022. Un prorata a été calculé, il convient à présent de restituer une année pleine à la commune. La CLECT, qui s'est réunie le 24 novembre 2023, a ainsi émis un avis favorable sur ces propositions. Le présent rapport a été transmis aux communes membres. Pour rappel, des attributions de compensation provisoires ont été versées aux communes depuis janvier 2023. Elles correspondent aux attributions de compensation définitives de 2023. Elles ont été récapitulées dans le tableau qui vous a été transmis dans le rapport, dans lequel on peut lire que pour Amnéville, cet assez provisoire était de 2 390 431,94 €, qui est dans l'assiette définitive, majoré de la quote-part relative au personnel emploi par rapport à l'année précédente pour 37 258 €, ce qui porte le montant de l'attribution de compensation définitive 2023 à 2 427 699,94 €. Quelqu'un souhaite s'expliquer ou intervenir sur la présentation de ce rapport de la CLECT? Non. Il vous est donc demandé d'adopter le rapport validé par la CLECT lors de sa réunion du 24 novembre 2023. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous pouvons passer au chapitre 5, les affaires scolaires. Point 5.1, renouvellement à titre dérogatoire de l'organisation des enseignements répartis sur 4 jours hebdomadaires pour une durée de 3 ans, étant précisé que c'est cette délibération qui nous a contraints à fixer un conseil municipal ce soir. Monsieur Holz. Bonsoir. Par délibération en date du 11 mars 2021, le conseil municipal a approuvé la proposition des nouveaux rythmes scolaires sur une semaine de 4 jours à la rentrée 2020-2021 et suivante. Cette dérogation arrive à échéance à l'issue de l'année scolaire 2023-2024. La direction académique des services départementaux de l'éducation nationale, DAZEN, a adressé un courrier à Monsieur le maire afin de déterminer la position de la municipalité et à préciser selon les deux modalités suivantes, donc soit un renouvellement de la semaine de 4 jours à titre dérogatoire pour une période maximum de 3 ans, ou alors un retour à une organisation de la semaine scolaire répartie sur 9 demi-journées, incluant le mercredi matin. Cette décision doit être prise en concertation avec les directrices d'école et les représentants des parents d'élèves lors d'un conseil d'école et présentée en conseil municipal. L'ensemble des documents doivent parvenir au DAZEN avant le 15 mars 2024 au plus tard, afin de faire valider l'un des deux choix. Après l'avis favorable des différents conseils d'école, il est demandé aux membres du conseil municipal de se positionner pour le renouvellement de l'organisation des enseignements répartis sur 4 jours hebdomadaires. Merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer? On peut passer au vote. Il vous est donc demandé de décider le renouvellement à titre dérogatoire pour une période maximum de 3 ans de l'organisation des enseignements répartis sur 4 jours hebdomadaires. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous passons au point 5.2, l'adhésion à la Fédération des œuvres laïques. Monsieur Holz. Depuis plusieurs années, la Fédération des œuvres laïques accompagne le service en France pour lui apporter des réponses adaptées aux questions d'ordre juridique dans les domaines scolaires et périscolaires.
La FOL organise également des conférences sur l'enfance et l'animation ainsi que des formations ouvertes aux agents du service à titre gracieux. L'institution propose l'accès à l'ensemble des services et les aides suivantes. Alors, par exemple, le soutien aux projets favorisant l'engagement des jeunes, l'aide aux projets fédératifs d'animation spécifiques en direction des enfants et des jeunes, la mise à disposition de matériel, exposition, documentation à des tarifs préférentiels, des aides favorisant le départ en vacances des enfants, des jeunes et des familles très démunies, et des échanges de pratiques pour les professionnels de l'éducation. Le partenariat se formalise par une adhésion annuelle d'un montant de 590 €, calculé sur le nombre d'enfants scolarisés en primaire sur le territoire d'Amnéville et de Malancourt-la-Montagne, et par la signature d'une convention de partenariat entre l'organisme et la commune. Dans la continuité des années précédentes et en raison de l'aide significative apportée par la FOL, il est demandé à l'Assemblée délibérante d'envisager une adhésion pour les années 2024 et de la poursuivre jusqu'à la fin du mandat en 2026. Merci. Quelqu'un souhaite exprimer? On peut passer au vote. Il vous est donc demandé de décider de renouveler l'adhésion annuelle à la Fédération des œuvres laïques pour l'année 2024, de décider de renouveler cette adhésion jusqu'à la fin du mandat, soit 2026, de préciser que les crédits seront à prendre sur les budgets 2024 et suivants, cette décision s'appliquant à partir de l'année civile 2024 jusqu'à la fin du présent mandat municipal, sauf décision contraire, et d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention de partenariat entre la ville et la Fédération des œuvres laïques. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Pouvons passer au chapitre 6, les affaires réglementaires ressources humaines. Point 6.1, document unique d'évaluation des risques professionnels. Monsieur Dalla-Faverin. Le document unique d'évaluation des risques professionnels permet d'identifier et de classer les risques rencontrés dans la collectivité afin de mettre en place des actions de prévention pertinentes. C'est un véritable état des lieux en matière d'hygiène et de sécurité du travail. Le document unique doit être mis à jour une fois par an en fonction des nouveaux risques identifiés ou lors d'une réorganisation modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail. Il relève de l'entière responsabilité de l'autorité territoriale qui doit donc veiller à ces prescriptions. Plus largement, le document unique d'évaluation des risques professionnels est amené à évoluer en fonction des situations rencontrées et des actions mises en place pour diminuer les risques professionnels et améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des agents de la collectivité. Bien, ce document unique d'évaluation des risques professionnels vous a été communiqué. Il vous est donc demandé de le valider et de l'approuver. Quelqu'un souhaite s'exprimer? On peut passer au vote. Il vous est donc demandé de décider de valider le document unique d'évaluation des risques professionnels et le plan d'action annexé à la délibération qui vous a été communiqué, d'approuver l'engagement de l'autorité territoriale à mettre en œuvre le plan d'action issu de l'évaluation des risques et à en assurer le suivi, ainsi qu'à procéder à une réévaluation régulière de ce document unique, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents correspondants et d'inscrire les crédits nécessaires au budget de l'exercice en cours et des budgets suivants. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous pouvons passer au point 6.2, recrutement de vacataires. Monsieur Dalla-Faverin. Le statut de la fonction publique territoriale prévoit que les emplois permanents des collectivités territoriales et des établissements publics locaux sont occupés par des fonctionnaires territoriaux. Ces emplois peuvent, dans certaines circonstances, être occupés par des agents contractuels de droit public, lesquels peuvent par ailleurs occuper des emplois non permanents correspondant à des besoins occasionnels ou saisonniers. En dehors de ces cas de recrutement, les employeurs territoriaux peuvent recruter des vacataires pour exécuter un acte déterminé ne justifiant pas de la création d'un emploi. Pour pouvoir recruter un vacataire, 3 conditions doivent être réunies. Le recrutement pour exécuter un acte déterminé, le recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de la commune, la rémunération attachée à l'acte après service fait. Pour répondre aux besoins des services de la collectivité, il est proposé de procéder au recrutement des vacataires pour les missions qui vous sont détaillées dans ce rapport. Merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Vous avez la parole. La lecture des missions pour lesquelles vous voulez faire appel à des vacataires montre des missions classiques d'encadrement, pas de souci, de surveillance pour notre site, pas de souci,
d'accueil, d'entretien, et qui n'appelle aucun commentaire particulier. Par contre, une seule ligne, M. Dalla Favera, a retenu notre attention. Vous dites « analyse et conseil en matière de ressources humaines ». On pourrait en effet penser qu'une mairie de la taille de celle d'Amnéville-Malancourt, avec l'excellent adjoint au personnel, possède toutes les ressources nécessaires en matière de ressources humaines. Et là, on s'aperçoit qu'on a besoin d'aller chercher ailleurs et de payer quelqu'un pour s'occuper des ressources humaines supplémentaires sur ce sujet. Vous nous expliquez que le salaire que vous verserez à cette tierce personne pour vous donner des conseils en matière de ressources humaines, vous allez le rémunérer à peu près à 40 € brut, 38,80 €. Alors on est étonné, mais quelque part on est soulagé. Parce que si vous aviez pris conseil à l'époque avec, pour que quelque part c'est votre incompétence que vous mettez en place, parce qu'un maire, adjoint maire au personnel qui va demander d'avoir de services extérieurs, des vacataires extérieurs pour s'occuper des ressources humaines à hauteur de 40 € de l'heure, c'est qu'il se passe quelque part un petit problème. Et c'est vrai qu'il se passe un problème. Et il se passe un réel problème dans cette ville. En effet, il faut quand même savoir j'ai une pensée pour eux, pour ces 2 employés communaux qui, se sentant harcelés, vous êtes étonnés, vous n'êtes pas étonnés. Ces 2 employés communaux qui, se sentant harcelés, vous ont demandé la protection fonctionnelle. Vous leur avez refusé, Monsieur Munier. Ces 2 fonctionnaires vous ont demandé de revenir sur votre position. Vous êtes resté sur votre position qui vous caractérise. Vous avez raison, tout le monde a tort. Ils ont saisi le tribunal administratif, ces 2 fonctionnaires, ces 2 employés, et ils ont gagné. Mais ça, vous ne le dites pas au conseil municipal. Ils ont gagné et vous ont obligé au tribunal administratif. Non, le tribunal administratif vous a obligé de leur attribuer la protection fonctionnelle à eux 2 et vous a condamné à leur verser à chacun une indemnité. Donc si vous les aviez écoutés, et il y a combien de personnels dans cette ville qui ont ce type de problème? On ne le sait pas. Alors finalement, vous savez quoi? Pour 38,80 € brut de l'heure, c'est peut-être pas une mauvaise idée qu'une tierce personne vienne mettre son nez dans les ressources humaines de la ville. Je pense à ces 2 personnes qui sont dépitées. Oui, déjà un premier élément de réponse, c'est une modification de la délibération donc, du 31 octobre. Donc en fait, cette fameuse ligne que vous avez relevée aujourd'hui, ça fait déjà de plusieurs conseils municipaux qu'elle y est. Voilà, on fait appel effectivement donc, pour des conseils très, très spécifiques donc, à des cabinets donc, de ressources humaines. Donc voilà, mais ça c'est depuis au moins 10 ans. Voilà, c'est bien que vous l'ayez relevé encore aujourd'hui. Ça va coûter combien l'année? Écoutez, on l'a fait appel une fois. Ah, vous savez pas. Bon, vous savez pas. Non, je ne vous répondrai pas, je ne sais pas. Vous savez pas. Okay. Bon. Et puis voilà, concernant effectivement des agents qui sont en souffrance, bon, sachez que ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, avec la formation de 3S CP, on a mis en place effectivement donc, les risques psychosociaux. Donc voilà, il y a des éléments qui vont. Il y aura un sondage qui va être fait auprès des agents de la collectivité et on recensera effectivement donc tous ces dysfonctionnements qu'il peut y avoir dans les services. Et oui, et puis il y aura un plan d'action qui sera mis en place. Voilà, donc c'était l'étape d'après donc le document unique. Vous pouvez présenter vos excuses aux 2 salariés qui ont dû aller au tribunal administratif pour faire valoir leurs droits. Mais bien sûr, Monsieur Dieudonné, bien sûr. Oui. Vous présentez vos excuses, c'est bien. On passe au vote. Il vous est demandé de décider de l'emploi de vacataires pour faire face aux besoins et missions décrites dans le rapport, de charger le maire de procéder au recrutement, de spécifier que les personnes recrutées ne travailleront qu'en cas de besoin et sur demande expresse du maire pour réaliser les missions décrites dans le rapport, de préciser que la rémunération à la vacation n'interviendra qu'après service fait et selon les cas au forfait ou à l'heure, de charger le maire ou son représentant de mettre en œuvre cette délibération et d'inscrire les crédits nécessaires au budget de l'exercice en cours. Qui vote contre? Qui s'abstient? On se pointe adopter l'unanimité.
Nous pouvons passer au point 6.3, modification du tableau des effectifs. Monsieur Dalla Favera. Oui, on revient régulièrement devant le conseil municipal dans le cadre de l'organisation des services municipaux et de l'évolution des besoins des services. Il y a lieu de modifier l'état des emplois permanents par la création de postes. Ces créations de postes détaillées dans le tableau des effectifs présentés en annexe font suite à des modifications de positions statutaires, notamment des modifications de durée hebdomadaire et recrutement. Il convient donc de mettre à jour le tableau des effectifs en créant les postes nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer? On peut passer au vote. Il vous est demandé de décider la création des postes dans la filière technique d'adjoint technique du numéro 437 sur 2024 au numéro 438 sur 2024, de charger le maire ou son représentant de mettre en œuvre cette délibération et d'inscrire les crédits nécessaires au budget de l'exercice en cours. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous passons au point 6.4, le recrutement de personnel contractuel. Monsieur Dalla Favera. Les articles L. 323-23.1 et suivants du Code général de fonction publique prévoient que les collectivités peuvent recruter temporairement des agents contractuels pour faire face à des besoins liés à un accroissement d'activité saisonnier pour une durée maximale de 6 mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat pendant une même période de 12 mois consécutifs, et un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de 12 mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat pendant une même période de 18 mois consécutifs. Ainsi, afin d'assurer la continuité du fonctionnement des services au public et de satisfaire les besoins non permanents des services de la collectivité, il apparaît nécessaire de permettre le recrutement d'agents contractuels temporaires. Ces recrutements d'agents temporaires s'inscrivent dans un objectif de maîtrise de la masse salariale et seront envisagés dans le but de régulation et de respect de l'équilibre financier de la collectivité. Le tableau annexé récapitule les effectifs maximums autorisés par grade pour les recrutements sur emploi non permanent. Merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer sur ce point? Donc, il vous est demandé de décider la création d'emplois liés à un accroissement temporaire aux saisonniers d'activité selon les effectifs maximums autorisés figurant sur le tableau annexé à la délibération, d'autoriser le maire ou son représentant à recruter le personnel contractuel saisonnier ou occasionnel chaque fois que cela est nécessaire pour garantir la continuité du service public, de fixer les niveaux de rémunération des agents saisonniers ou temporaires selon le tableau annexé, de charger le maire ou son représentant de mettre en œuvre cette délibération et d'inscrire les crédits nécessaires au budget de l'exercice en cours. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous passons au chapitre 7, délégation permanente des décisions prises en vertu de l'article L. 2122-22 du CGCT. Je vous ai communiqué les décisions qui ont été prises pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2023 et du 1er au 31 janvier 2024. Vous m'en donnez acte. Chapitre 8, il n'y a pas de points divers ni de questions qui ont été posées, de sorte que l'ordre du jour de ce conseil municipal est épuisé. La séance est levée. Mais avant de quitter cette assemblée, je vous rappelle qu'il convient de passer à la table administrative signée pour acter de votre présence à ce conseil. Merci.